Dimanche 3 novembre 2019, vous êtes sur RTI 1, il est 13h, l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Parti hier soir d'Abidjan, le vice-président est arrivé ce dimanche à Katmandou, capitale du Népal, pour prendre part au 6e rassemblement mondial du mouvement Sun, un mouvement qui a pour mission de lutter contre la malnutrition à travers le monde. Daniel Kablan-Duncan exposera sur les progrès et les défis de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition. Ici à Abidjan, les choses se concrétisent dans la réhabilitation des routes. Bientôt, 32 km de voies seront renforcées dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. L'accord a été signé récemment entre les ministres Amédée Kouakou et Amadou Koné pour la partie ivoirienne et le Millennium Challenge Account. L'autorité électorale algérienne a annoncé hier avoir validé les dossiers de 5 candidats à l'élection présidentielle prévue le 12 décembre, dont ceux de 2 ex-premiers ministres du président déchu, Abdelaziz Bouteflika, après 20 ans au pouvoir. 23 candidats avaient déposé leur dossier en vue de participer à ce scrutin. Vous êtes jeune, élève ou étudiant, vous aimez le sport et vous voulez en pratiquer à un niveau professionnel, mais cela vous oblige à faire l'impasse sur vos études ou futures études. Pas nécessairement. Il est possible d'allier les deux. On peut être sportif et réussir ses études. C'est d'ailleurs une combinaison en or. Nous allons en parler pendant un quart d'heure avec Abdoulaye Diabaté. Il est administrateur de société, agent de joueurs FIFA. Il nous dira comment c'est possible de concilier le sport et les études. Et ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, M. Diabaté. Bonjour, Andrea. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous retrouve dans une demi-heure. Okay. À tout à l'heure. Mais avant, c'est au Népal que je vous emmène. Le vice-président de la République qui a quitté Abidjan hier soir vient juste d'y atterrir. Daniel Kablan-Duncan est à Katmandou pour prendre part à l'édition 2019 du Rassemblement mondial du mouvement Sun. Mouvement qui a pour mission de lutter contre la malnutrition à travers le monde. Nourrir la planète et ses habitants, voilà le thème de cette 6e rencontre mondiale. Daniel Kablan-Duncan, en sa qualité de nouveau membre du groupe principal de ce mouvement, fera une communication sur les progrès et les défis de la Côte d'Ivoire en matière de nutrition. Ces images nous sont rapportées par Mahama Traoré depuis le Népal. On rejoint à présent Noël Niagno en France. Lui a accompagné la délégation ivoirienne à la 25e édition du Salon du chocolat qui se tient à Paris. Sur place, vous allez le voir, le Conseil Café Cacao a initié une formation à la connaissance des fèves de cacao et à la production du chocolat. La question de la traite des enfants dans la cacaoculture a été également évoquée. On regarde. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le Conseil du Café Cacao, l'ONG Children of Africa de Dominique Ouattara, les pouvoirs publics ivoiriens se sont appropriés cette maxime durant ce 27e salon du chocolat à travers diverses actions. En prime, la formation des consommateurs de demain. C'est déjà un pari gagné que les enfants puissent s'approprier le processus de production du cacao et de fabrication des chocolats. Et nous espérons pouvoir, comme je l'ai toujours dit, avoir des chocolatiers pépinières qui vont pousser avec tout ce qu'il faut comme encadrement. Les enfants que nous enseignons seront des décideurs demain. Ils pourront effectivement au cours de l'onde, s'ils arrivent à y fréquenter, à plaider pour nos cacaoculteurs au niveau du prix du cacao, pour qu'il y ait une révalorisation des prix. Les jeunes pousses saluent l'initiative. J'ai goûté, c'était à l'air bon et j'ai bien aimé le chocolat. Quand je vais manger du chocolat, je vais voir tout le travail effectué par les producteurs, etc. C'est une forme de prise de conscience de tout ce qui permet à nous, consommateurs, d'obtenir le chocolat. Au-delà de ces enfants, l'action d'initiation et de découverte du cacao et du chocolat doivent prendre pied en Côte d'Ivoire. Notre objectif aujourd'hui, c'est la durabilité du cacao. Et lorsqu'on parle de la durabilité, ce n'est pas par rapport seulement à la production. Mais il faut que, quand on produit, il y ait des consommateurs au niveau final. Et il faut leur apprendre donc à aimer le chocolat, le goût du cacao. Chez nous, par exemple, nous allons voir avec Madame le ministre de l'Éducation nationale pour insérer la notion de consommation du chocolat au niveau des cantines scolaires. Et dans tous les bureaux, il faut qu'au moins il y ait du chocolat.
nous ne pouvons pas produire nous-mêmes notre cacao alors que nous ne sommes pas capables de le consommer. Autre tradition de l'appropriation de la maxime, le panel organisé conjointement par le Conseil du café cacao et l'ONG Kid9 Africa. Au cœur du débat, la problématique du travail des enfants et la déforestation, une menace pour le climat. Deux préoccupations capitales des consommateurs. Avec force argument, les différents intervenants ont apporté les preuves des actions menées de sorte à rassurer le public. Pour adresser la question du travail des enfants, il faut la conjugaison de tous les efforts. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire appelle à la mobilisation de tous les acteurs, de tous les donateurs pour intensifier les efforts en matière de lutte contre le travail des enfants. Quand je dis intensifier, ça veut dire davantage de ressources financières, davantage de ressources matérielles pour adresser la question du travail des enfants, en ayant à l'esprit que 2025, c'est demain. Au total, le leader mondial du cacao s'est donné les moyens du maintien de cet avantage comparatif parce que le cacao est à la Côte d'Ivoire, ce que le pétrole est au pays du Golfe. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris. On rentre à Abidjan, je vous le disais dans le sommaire. Bientôt, une trentaine de kilomètres de routes seront renforcés dans la capitale économique de Côte d'Ivoire. C'est officiel. L'accord a été signé récemment entre les ministres Amédée Kouakou et Amadou Koné pour la partie ivoirienne et le Millennium Challenge Account. Une signature qui va permettre à la phase pratique du projet entrée en vigueur depuis le 5 août dernier. On en sait plus avec Davis Oyo et Cheikh Koné Aboubakar. Échange de parapheurs entre les responsables du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire et les ministres des Transports, de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ces signatures viennent formaliser les accords entre les entités de mise en œuvre dans le cadre du projet Abidjan Transport. Ce projet issu du programme Compact Côte d'Ivoire comprend deux activités dont la première concerne le renforcement des infrastructures routières sur 32 km dans la ville d'Abidjan, notamment les boulevards Valéry Giscard d'Estaing, du Port, de la Paix et la voie express de Yopougon. L'avantage que nous avons à travers ce projet, c'est que le MCC a souhaité s'appuyer sur des structures ivoiriennes, notamment des structures qui dépendent de notre ministère. L'AGEROUTE, le Fonds d'entretien routier, le LBTP et la Direction générale des infrastructures routières. À travers ce projet, il va y avoir non seulement de la formation, il y a du matériel qui sera acquis, mais ce matériel va permettre donc de s'assurer que les travaux qui sont exécutés sont faits selon les normes. La seconde activité est consacrée à la gestion du système de transport à travers le renforcement de la capacité technique et de gestion des organismes gouvernementaux. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous venons de procéder à la signature de ces accords d'entité de mise en œuvre qui définissent le cadre dans lequel le MCC, à travers le MCA Côte d'Ivoire, apporterait un appui à nos structures. La prise en charge des coûts supplémentaires à la mise à disposition de moyens généraux spécifiques nécessaires à l'exécution des activités en lien avec le projet ATP. Ce programme est financé à hauteur de 16 milliards de francs CFA par le Millennium Challenge Corporation, MCC, par l'entremise du Millennium Account Côte d'Ivoire. Nous allons chercher à développer des formations, un programme de master en infrastructure par exemple, mais aussi où nous allons doter les entités gouvernementales d'un certain nombre de solutions pour renforcer leur capacité à assurer une pérennité, notamment dans l'entretien des infrastructures routières. Le projet Abidjan Transport, entré en vigueur depuis le 5 août dernier pour une durée de 5 ans, traduit les bonnes relations entre Abidjan et Washington. Les producteurs de ciment en Côte d'Ivoire sont inquiets. Selon eux, ils ont du mal à écouler leur production au prix convenable. C'est une menace sur la filière. Leur crainte est réelle et ils le clament haut et fort. Cette semaine, ils étaient invités au rendez-vous de Fraternité Matin en présence de notre reporter Lanciné Bakayoko. Au niveau des usines, la tonne de ciment se négocie en ce moment entre 79 000 et 85 000 francs, alors qu'elle était de 100 000 francs il y a quelques années. Cette baisse importante des prix est le résultat de la multiplication de l'offre, avec une disponibilité annuelle de 12 millions de tonnes, contre une demande d'à peine 4 à 5 millions de tonnes. Nous observons une baisse pour le consommateur final, mais nous pensons que cette baisse peut aller encore au-delà. Grâce à une réorganisation des circuits de distribution, grâce à une diminution des intermédiaires. Cette courbe des prix en baisse constante, bien accueillie par les pouvoirs publics ainsi que par les usagers,
place les opérateurs du secteur dans une position peu confortable. À trop tirer sur la corde, préviennent-ils, c'est toute la filière cimentière ivoirienne qui risque de s'effondrer. On ne pourra pas durablement poursuivre cette tendance baissière si la filière n'est pas envisagée dans un contexte de durabilité, de pérennisation. Les entreprises vont faire de la restructuration. Après, il peut y avoir des effets pervers sur les emplois, sur la délocalisation, sur des désinvestissements. Et ça, ce n'est pas bénéfique à l'économie nationale, ni même aux consommateurs à moyen terme. Pour les cimenteries dont le nombre est passé de 3 à 10 unités industrielles en moins de 5 années, cette chute des prix est d'autant préoccupante que les coûts de production ne cessent de peser dans les charges avec l'augmentation continue des intrants, notamment le clinker. On a observé sur ces dernières années que le prix du clinker montait. C'est la première chose, et dépend aussi du coût de l'énergie. Et on a observé également que sur ces dernières années, l'énergie électrique en particulier est montée. Mais avec l'intensification de la stratégie nationale de développement des infrastructures, dont la cagnotte prévisionnelle est de 3 750 milliards d'ici 2022, on voit là un énorme débouché pour les cimentiers de Côte d'Ivoire. Le Conseil coton anacarde cherche aussi des débouchés. Il cherche à améliorer ses performances. Au même moment, ses membres étaient réunis à Grand-Bassam, une rencontre qui avait pour objet la relance de l'industrie du textile en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est d'abord de faire l'état des lieux du secteur en vue de définir les meilleures stratégies pour positionner la Côte d'Ivoire dans l'industrie mondiale. Le reportage de Nadia Eja dans un récit de Cheikh Koné Aboubakar. Malgré une production de coton grain estimée à 468 000 tonnes à la dernière campagne, soit l'équivalent de 204 000 tonnes de coton fibre, l'industrie de la filature tissage va mal. Seulement 25 000 tonnes de coton fibre produit à ce jour est transformé sur place. Actuellement en Côte d'Ivoire, la grosse majorité du coton, à hauteur de 95 et 98% du coton fibre fabriqué en Côte d'Ivoire est exporté. L'industrie repose sur à peu près 20 à 25 000 tonnes de coton fibre transformé localement. Il y a une grande marge. Face à cette situation, le Conseil de régulation du coton tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas acceptable parce que ça veut dire que nous exportons des emplois, nous exportons de la valeur ajoutée. Oh, nous en avons besoin. C'est pourquoi il est impératif que nous puissions nous mettre ensemble pour relancer l'industrie textile. Quand je dis l'industrie textile, c'est vraiment l'industrie textile dans toute sa composante et qui crée de la place pour tout le monde, les grands comme les petits. Avec le concours de structures étatiques, de structures techniques et financières et de professionnels du secteur du textile et de l'habillement, l'organe de régulation entend changer la donne. Les travaux de cette rencontre de 2 jours seront soumis au gouvernement en vue de l'adoption d'une politique viable de relance de cette industrie. De la première capitale de Côte d'Ivoire à la toute dernière, l'actuelle, de Grand-Bassam à Yamoussoukro. Sur place, grâce au soutien de l'UEMOA, le Centre régional de formation supérieure en métrologie vient de décerner des diplômes de fin de formation à 29 métrologues issus de 7 pays de la sous-région. La métrologie, c'est cette science de la mesure indispensable pour la valorisation des questions de normes et de fiabilité. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. L'utilisation des instruments de mesure s'impose à nous au quotidien. Une science, justement, s'occupe de la fiabilité de ces instruments, la métrologie. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire, à travers l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, forme ses métrologues. Un métrologue, c'est quelqu'un qui est qualifié pour travailler sur tout ce qui concerne la mesure, pour l'acquisition de la mesure, pour l'exploitation de la mesure et pour l'extraction d'informations de cette mesure. À l'ouverture du Centre régional de formation supérieure en métrologie, CREFSEM, l'UEMOA, pour qui le respect des normes est une exigence, a décidé de prendre en charge la formation des professionnels de cette science, les métrologues. Cette année, ils sont 29 issus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo qui sortent diplômés du CREFSEM. Ils ont reçu leur diplôme. Savoir apprivoiser le temps et se donner des qualités que sont la curiosité, l'ordre, la méthode, l'aptitude à douter,
le sens de l'observation, l'honnêteté, tel est notre credo. Parce que nous voulons vivre de la méthodologie et non vivre pour la méthodologie. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et le parrain de cette promotion se réjouissent de cet atout important pour l'Afrique. Il s'agit pour les sociétés africaines de s'adapter progressivement à la science de la mesure afin que les meilleurs services soient fournis aux populations. Pour y arriver, elles auront besoin de s'appuyer sur des essais et des mesures. Or, la qualité de ces mesures repose sur une bonne méthodologie. Chers filles, il vous faudra faire preuve dans votre vie professionnelle, ingénieure, dans la vie de tous les jours, de discipline, de rigueur, d'intégrité, mais surtout d'humilité. La promotion 2020 sera forte d'une quarantaine de métrologues. C'était un reportage de Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Bouaké. À présent, ces questions. Qu'est-ce qu'un centre de protection de la petite enfance? À quoi sert-il exactement? Son rôle est-il perçu comme il se doit par les parents? Élément de réponse dans ce reportage qui porte les signatures de Théodore Zouzou et Franck Quadio. Protéger l'enfant, lui permettre d'accéder à ses droits fondamentaux, c'est la vision du gouvernement. Un service de coordination des structures éducatives de base est alors créé le 17 décembre 2017, un service administratif central qui coordonne les activités des centres de protection de la petite enfance et PPE et les complexes socio-éducatifs. Cependant, ces structures demeurent inconnues. Nous avons dans nos champs d'action des centres de protection de la petite enfance qui sont dans les zones urbaines. Et nous avons les centres d'action communautaire pour l'enfance qui sont dans les villages et dans les zones périurbaines défavorisées. Ces deux centres prennent en charge les enfants sur le plan socio-éducatif, affectif, psychomoteur et tout, à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans pour leur préscolarisation. Le rôle du centre d'éducation spécialisée, c'est d'apporter un changement de comportement au niveau des enfants, mais au niveau des familles, mais surtout par la prise en charge psycho-éducative des enfants en situation de handicap. Certains pensent même que ces structures reviennent chères par enfant. La directrice apporte des précisions. Chez nous, on parle de frais contributifs. Ces frais contributifs servent à prendre en charge les enfants. Parce que nos structures ne sont pas subventionnées. Nous avons des livrets d'activité. Nous avons l'assurance, tous les enfants qui rentrent dans nos structures sont assurés par une grande maison d'assurance. Chaque année, un bilan de l'année scolaire est établi. C'est une exigence faite aux structures de base par le service de coordination. Octobre Rose, c'est une campagne annuelle de communication pendant le mois d'octobre destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Le 30 octobre dernier, le Conseil national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire a organisé une journée de sensibilisation contre le cancer du sein, mais aussi contre celui du col de l'utérus, en mettant en avant les mesures préventives pour les éviter. Reportage Lydia Sadia et Moussa Konaté. À l'appel du gouverneur Robert Begré-Mambé, les femmes du carrefour Amonji dans la commune de Yopougon sont venues nombreuses se faire dépister sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Pour Pierrette Ouattara, sociologue, l'ignorance sur ces maladies reste la première cause de mortalité chez la femme. Ce sont des maladies silencieuses qui mettent du temps à se développer. Dépister tôt, on peut en guérir. Les séances de dépistage gratuites s'étendront aux 13 communes du district d'Abidjan jusqu'en décembre. J'ai examiné mes seins, ça me faisait mal. Ils ont examiné, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Donc je vais dire à mes soeurs, ils vont venir aussi pour se faire examiner. En Côte d'Ivoire, 1200 femmes meurent chaque année des suites de ces cancers et à ce jour, la prévention reste le moyen de lutte le plus efficace. Vous venez de suivre la lutte contre le cancer, bien sûr, mais la campagne de sensibilisation initiée par le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Mais autre lieu, autre campagne de sensibilisation. Donc, nous allons revenir sur la campagne qu'a faite le CNDH, le Comité national des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les formes les plus fréquentes de cancer chez les femmes en Côte d'Ivoire.
Pour renforcer la lutte contre ces maladies, le Conseil national des droits de l'homme veut impliquer les organisations des droits humains. La vice-présidente du CNDHCI donne le sens d'un tel combat. Il faut alerter. Et cette session, c'était surtout pour qu'on se parle, afin qu'on puisse faire un plaidoyer pour que nos autorités puissent se pencher sur ce cas-là, le cas de ces malades-là, et qu'il y ait des prises en charge gratuites pour les femmes souffrant d'un cancer de sein ou de cancer de l'utérus. Les organisations de lutte contre les cancers chez la femme apprécient l'initiative. Notre combat porte à partir du moment où l'Organisation des droits de l'homme, qui s'occupe du genre un peu en Côte d'Ivoire, se sent concernée par la lutte contre les cancers de la femme, je pense que j'ai gagné une bataille déjà. Le moyen efficace de lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus demeure à ce jour la prévention. Dans notre contexte, on constate que 60 à 70% des maladies viennent à des stades tardifs, alors que précocement diagnostiqués, on peut guérir. Pour que le pays même puisse être au devant de la scène, il faut que les gens soient en bonne santé. Et comme le cancer aujourd'hui est la première cause de mortalité, il faut qu'on dépiste tôt pour que les gens puissent se traiter et se mettre au travail. Le cancer est la première cause de mortalité dans le monde, avant les maladies cardiovasculaires. En Côte d'Ivoire, 1200 femmes meurent d'un cancer chaque année. Un taux de mortalité lié au cancer du sein et du col de l'utérus. Nous sommes en novembre, on parle de Novembre bleu, un mois au cours duquel la campagne est destinée à sensibiliser au dépistage du cancer de la prostate. C'est aussi un acte de solidarité, mais Eugène Akawele parle de devoir. Le président du Conseil régional du Sud Comoé apporte sa compassion et celle de son conseil tout entier aux sinistrés des récentes inondations dans les localités de Yaou et Adiaou dans le département de Bonois. Astou Touré, témoignage. L'élan de solidarité se poursuit dans le Sud Comoé. Après la ville historique de Grand Bassam, Kapemi sur Yaou et Adiaou, deux villages du département de Bonois. Dans ces deux villages, les inondations causées par les pluies diluviennes ont occasionné des morts et de nombreux dégâts matériels. Au niveau de Samo, plus de 200 habitations qui ont été inondées. Il en est de même pour le village d'Adiaou. Pour s'y rendre, il fallait emprunter la pirogue. Et ici, il y a des plantations, il y a des fermes avicoles, il y a des habitations. C'est-à-dire, à Adiaou, c'est plus de la moitié des habitations et de l'espace habitable qui est concerné. À Yaou, c'est plus de 300 à 400. Aujourd'hui, la plupart des sinistrés sont partis. Dans ces deux localités, le ministre Aka Awele est venu apporter la compassion du gouvernement. 4 250 000 et des sacs de riz, c'est le don qu'il a fait aux sinistrés de ces deux localités. Nous avons en charge tout le Sud Comoé et nombreuses sont les localités du Sud Comoé qui ont été inondées. Donc en fait, depuis le 5 octobre, nous avons commencé en fonction de notre agenda à visiter les villages concernés. Nous sommes venus apporter la compassion des fils et filles de la région. Ce n'est pas la première fois, mais compte tenu de l'ampleur des dégâts, les sinistrés sont toujours dans des situations précaires. Il est venu jusqu'à nous pour ce geste. Nous sommes vraiment touchés, nous sommes vraiment contents pour ce geste. Pour le sénateur Germain Olo, la question du changement climatique est un phénomène scientifique qui mérite d'être observé. On savait que cette année sera difficile, puisque les services météorologiques nous ont prévenus, mais on n'a pas regardé l'ampleur de l'inondation. Parce que l'inondation ce n'est pas les eaux pluviales seulement, c'est les eaux qui ont débordé de leur cuve, notamment la Comoé. Et heureusement que c'est la Comoé seulement, parce que la lagune de Brié, c'est pas grave. Alors, il faudrait regarder ça avec un œil des scientifiques et des techniciens. Afienou et d'autres localités sinistrées du Sud Comoé seront visitées les jours à venir par la délégation du Conseil régional. Après l'épisode des inondations, après les pleurs, ces populations du Sud Comoé vont festoyer. L'Abissa 2019 aura finalement lieu du 17 novembre au 1er décembre prochain. Le Palais Royal de Grand Bassam a donné l'information hier au micro RTI 1 de notre reporter Issa Chonayeo. L'Abissa aura bel et bien lieu cette année.
Ce, malgré la montée des eaux constatée ces derniers jours au quartier France du Grand Bassam. Au cours d'un échange avec la presse, le comité d'organisation fait référence à l'histoire pour expliquer la calamité récente de la ville historique. À l'occasion de la révélation de l'Abissa, c'était la calamité qui découlait de la faim. Aujourd'hui, en 2019, c'est une calamité qui découle de la montée des eaux. Et le remède que nos ancêtres ont eu pour se préserver, pour se prémunir de cela, c'est le même remède que nous allons utiliser. Le conférencier rassure donc avant de dévoiler la nouvelle date de l'Abissa. L'Abissa 2019 va se tenir. Dans la perspective donc d'éloigner les calamités, le roi Tanoué Amon ne peut pas faire cette Abissa en laissant une partie de sa communauté dans la détresse. Du 17 novembre au 1er décembre, permet donc au peuple Nzema de faire la fête dans la quiétude avec l'ensemble de la communauté, avec l'ensemble des membres de la communauté du peuple Nzema. Belen Damoulé profite de l'occasion pour dire que le peuple Nzima est réconcilié. La réconciliation, elle n'est pas une chose brutale, c'est un processus. On l'entame et on l'achève. Aujourd'hui, le souci donc de Sa Majesté, c'est de mettre bas la terre, d'aller vers les autres, expliquer aux autres que nous avons besoin d'être ensemble pour le développement du peuple Nzema. Les populations du quartier France, qui n'avaient plus l'électricité depuis la montée des eaux, ont désormais le courant. Ce rétablissement de l'électricité ouvre la voie de l'organisation de l'Abissa 2019, selon Belen Damoulé. L'Abissa, c'est donc à partir du 17 novembre, mais les populations de Soukouadou dans la localité de Tanda, elles sont déjà en fête. C'est la fête des Ignames qui cette année est placée sous le signe de la réconciliation et de la cohésion sociale. Une occasion pour faire connaître les valeurs ancestrales aux filles et fils de la région. On en sait plus avec Ouattara Amadou Walter. À l'appel du tambour parleur, des filles et fils de la région du Gontougo rallient la place publique de Soukouadou, village de la localité de Tanda. Dans la communion, ces populations célèbrent la fête de l'Igname, une opportunité pour parler de projets de développement. Chez nous, la fête des Ignames, c'est la fête des retrouvailles. Et ça m'a permis de croiser les fils de la région. On a eu à discuter, on a eu à échanger ensemble. On doit s'entendre et comment faire pour le développement de la région. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des moments de fête de réjouissance, comme nos frères de l'Abissa, ceux de l'Indénié Djoablin. Moi, je souhaiterais que tous les cadres viennent dans leur région pour commémorer cette fête. Il est aussi question de sensibiliser les populations aux valeurs de cohésion sociale et de réconciliation. Un moment pour faire connaître des valeurs culturelles aux enfants de la région. À cette occasion, Alex Yao, fils de la région, a été intronisé prince de Soukouadou. Il a par la suite offert un tricycle et du carburant d'un montant de 1 500 000 francs CFA au village. C'est dans une ambiance festive qu'a pris fin cette fête de l'Igname à Soukouadou. Allons en Algérie. Là-bas, la commission indépendante d'organisation des élections a rendu sa décision. 5 dossiers de candidats ont été validés sur les 22 déposés la semaine dernière. Ces 5 hommes, qui ont entre 56 et 75 ans, ne sont pas des inconnus. 2 sont à la tête de petits partis politiques qui soutenaient Abdelaziz Bouteflika. Ali Benfis a été, lui, chef de gouvernement lors du premier mandat de l'ancien président. Azedine Mihoubi et Abdelmajid Tebboune, eux, étaient en poste pendant le 4e mandat. L'un comme ministre de la Culture, l'autre comme ministre de l'Habitat, puis comme Premier ministre. Place maintenant au magazine du dimanche. Notre invité est Abdoulaye Diabaté. Nous le recevons aujourd'hui en sa qualité d'agent de joueur FIFA et avec lui, nous allons parler compatibilité sport et études. Il a sa petite recette que nous découvrirons juste après ce reportage signé Serge Pacom Didi et Franck Quadio.
Et ils vont faire circuler le ballon, vous le savez les enfants, comment ils jouent. 1999, finale de la Super Coupe d'Afrique. Les jeunes académiciens du centre de formation de la SEC Mimosa, dirigés par le français Jean-Marc Aguillou, tiennent la dragée haute à l'Espérance de Tunis. Déjà embryonnaire, l'engouement pour les centres de formation connaît un pic. Plus d'une centaine remaniés fin 2000 après l'élaboration d'un statut des associations de formation par la Fédération ivoirienne de football FIF. De nombreux jeunes formés sur les terrains poussiéreux. À travers le district, quid du volet études, ils sont peu nombreux à emboucher cette trompette. Manque de moyens selon plusieurs responsables du centre de formation. Mais aujourd'hui, l'expérience au niveau professionnel l'a montré. L'adéquation formation footballistique et études est plus qu'une nécessité. À partir du moment où on donne la base à quelqu'un, c'est-à-dire la base de savoir bien compter, de savoir bien s'exprimer, eh bien, on a déjà fait un grand pas. Et des footballeurs confirmés comme Habib Beye, le Sénégalais et ancienne star de l'Olympique de Marseille, doivent leur parcours et leur approche post-footballistique au fait de ne pas avoir délaissé les études pendant leur formation. J'ai poursuivi mes études jusqu'au bout, j'ai été jusqu'au bac et ensuite j'avais en même temps le football et je suis devenu footballeur professionnel à 19 ans. Mais on se rend compte que la carrière d'un footballeur professionnel dure entre 15 et 20 ans et qu'ensuite il faut avoir une reconversion. Mais tous n'ont pas eu cette chance, surtout sur le continent. Des entrepreneurs sportifs essaient de contribuer au rayonnement du binôme études et sport. Le prix sport-études, en l'occurrence, la deuxième édition qui a récompensé 20 apprentis footballeurs méritants. Le débat actuel, ce n'est plus selon les observateurs la question de la compatibilité entre les sports et les études. Il est aujourd'hui question de restructuration. La Côte d'Ivoire l'a compris. Le formateur Jean-Marc Aguillou s'est vu confier la relance de la formation à travers le projet Ces Jeunes. Merci, M. Diabaté. Merci d'être venu. Vous êtes agent de joueur, notamment. Dites-nous, qu'est-ce que c'est d'abord un agent de joueur? C'est quoi son rôle? Merci, Hamza. Un agent de joueur, je dirais, c'est une personne qui, à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, mais des parties en relation. Des parties entendues par là, les clubs et les joueurs, et intéressés par la conclusion d'un contrat, je dirais un contrat rémunéré, pour une activité sportive. Et par moment, on a des terminologies d'agent de joueur, agent FIFA, agent licencié. Oui. C'est juste seulement, oui, c'est juste seulement dit qu'un agent FIFA, c'est quelqu'un qui doit être détenteur d'une licence qui est délivrée par une fédération internationale de football. Une fédération de football et surtout après un examen écrit. Donc la connaissance aussi, sinon l'exercice du métier implique aussi des connaissances dans divers domaines, notamment dans le domaine du sport, dans le domaine du marketing, du management, je dirais de la fiscalité et même des relations publiques. Et aussi, il faut le savoir que l'agent de joueur est rémunéré par des commissions et ces commissions sont en principe calculées sur les rémunérations perçues par le joueur tout au long du contrat. Et ces rémunérations varient entre 3% et 10%. Et l'agent de joueur, ça ne concerne pas que le football, hein, c'est tout le sport en général. Oui, tout le sport en général, mais dans notre cas, où nous sommes sur le plateau, nous sommes agents de joueurs FIFA Football. FIFA Football, et vous êtes agent de joueur, vous avez surtout initié un concept football d'accord, mais l'école d'abord. Justement, le football d'accord, notre concept, football d'accord, école d'abord, nous véhiculons, c'est un slogan que nous véhiculons depuis quasiment bientôt, je dirais, 7 ans. Et c'est un concept qui dénote de notre vision managériale et qui a un aspect d'un marketing sociétal et sur 3 visions, à savoir un angle sportif, éducatif et social. Éducatif parce que nous soutenons la politique nationale de l'école obligatoire en sensibilisant ces jeunes-là, en leur disant qu'il ne faut pas abandonner l'école pour le football parce que le foot il est aléatoire. Sportif parce que nous sommes là en tant que conseil pour qu'ils puissent opérer des meilleurs choix pour leur carrière sportive, et social parce qu'ils viennent des quartiers les plus difficiles, il faut les soutenir, et le soutien pour nous avec nos partenaires c'est de les encourager en leur remettant par moment des kits scolaires. Et c'est de là qu'est parti le PSE, le prix sport et études certainement pour encourager ces footballeurs, ces jeunes élèves qui ont à cœur d'embrasser la carrière de footballeur professionnel. Justement, je dirais que les prix sport et études
c'est la résultante de notre slogan du football d'accord, école d'abord. Oui. Et par le canal de ce slogan et à travers ce concept sport-études, nous sensibilisons les jeunes à la pratique du football et aussi au fait d'aller à l'école. Donc le message de l'impérativité pour ces jeunes d'avoir les études en soutien de leur activité sportive. Voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons créé ce prix pour encourager un tant soit peu tous ces jeunes-là. On peut donc être bon footballeur, bon sportif, mais avoir surtout une tête bien pleine. Justement, on a des exemples qui sont légion. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de la reconversion de nos footballeurs parce qu'aujourd'hui, on les trouve dans tous les domaines d'activité. Ils sont des managers sportifs, ils sont des consultants, ils sont de grands entrepreneurs. Beaucoup sont consultants ici sur nos plateaux de sport. Sur nos plateaux, donc ça dénote du fait qu'ils ont pu soutenir leur activité sportive avec l'éducation scolaire et avec un niveau religieux qu'ils ont eu et ce qui les permet d'exercer dans ces différents domaines aujourd'hui. Vous êtes à votre deuxième édition en 2019. Le thème de la première édition était axé sur l'immigration clandestine. Quelle relation vous faites entre le football et justement l'immigration clandestine? Oui, je dirais que la relation est tout simple parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le football aujourd'hui est un ascenseur social et pour nous, le football, c'est une activité économique et sociale qui a un ascendant fort. Et de ce fait, notre environnement footballistique est gangréné par certaines personnes véreuses, je dirais des agents véreux, qui attirent ces enfants vers l'Eldorado en brandissant, je dirais, le spectre de la réussite garantie. En atteignant l'Europe, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc les enfants qui veulent, vaille que vaille, réussir leur projet de football sont attirés. Et je dirais, face aux apparences, au-delà des apparences, nous avons le revers du rêve foot à l'école n'est pas toujours idyllique, hein, parce que les stats que nous avons, 1 pour 1000, c'est le taux des personnes qui arrivent à atteindre le monde professionnel. Donc, toutes ces personnes, vu la réussite des uns et des autres, veulent forcément aller. C'est vrai, c'est un rêve que nous encourageons, mais malheureusement, les personnes sans foi ni loi entraînent ces enfants vers le couloir de la mort, qui est le couloir de la mort attendé par là, le désert. Et comment vous pouvez lutter contre ça à travers votre concept foot d'accord, mais école d'abord? Surtout par la sensibilisation à l'éducation. Parce que même les parents sont en pleine complicité, par moment avec ces agents-là, parce qu'ils viennent dire que votre géno, si vous arrivez à nous donner de l'argent pour qu'ils puissent aller de l'autre côté, certainement c'est une réussite. Ce n'est pas forcément le cas. Et comme je le dis toujours, si les études sont en soutien, les parents sont conscients que même si son géno, son fils ne reçoit pas au football, l'école pourra vraiment lui permettre aussi de s'orienter dans la vie. Et si on ne passe pas par l'éducation pour sensibiliser, ça serait vraiment très difficile. Ce samedi dernier, c'était la deuxième édition du prix Sport et Études. On vient de le voir dans le reportage. Le thème là, c'était les perspectives sociales liées au développement du sport dans les systèmes éducatifs africains. C'était l'un des thèmes abordés cette année. C'est dire quoi concrètement? Justement, sur ce thème, c'est un sous-thème de notre thème global de la seconde édition, à savoir le binôme foot-école au service des politiques sociales africaines. C'est encore un sujet d'actualité que nous avons mis auparavant, c'est-à-dire un point d'honneur sur cette situation-là pour dire que ça rime avec la vision de nos politiques aujourd'hui, à savoir le volet social. Les institutions, ce sont aussi le volet social. Donc il fallait pour nous maintenir ces jeunes, présenter le binôme foot-école comme une solution d'inclusion, une solution inclusive et aussi un lieu de promotion des droits des enfants et aussi un vecteur d'insertion et de réussite pour ces enfants-là. Donc nous avons débattu de ce thème-là avec des amis venus des 4 coins du monde pour nous passer le message et non des moindres, vous avez eu des icônes qui étaient là. Et nous allons y revenir. Il y avait 7 autres thèmes: stratégie sectorielle du sport féminin, éducation et développement social vers de véritables politiques pour la féminisation du sport en Afrique. C'est quoi le constat? Le sport féminin en Côte d'Ivoire va mal, il se cherche, comme on le dit. Non, on est dans une phase... Le foot, surtout le foot féminin. Le foot féminin, c'est encore un clin d'œil que nous avons fait, je dirais, à l'éducation et au sport de la jeune fille. Parce que nous ne souhaitons pas les avoir en tant que les contenter comme athlètes.
nous souhaitons aussi la saine émulation de ces jeunes filles-là en leur disant que par le sport, on peut s'épargner, par le sport, on peut réussir, mais toujours soutenu par l'éducation. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été débattu au niveau du panel avec, je dirais, dans la parité, des femmes qui sont venues et non de moins des grosses têtes. Et la sélectionneuse nationale, par exemple, de Clémentine, vraiment qui nous a fait vraiment un beau retour d'expérience personnelle, et aussi Maître Joël Monlu, qui est avocate sportive, avocate de la CAF, qui nous a fait vraiment montre de toutes ses connaissances au niveau de ce domaine footballistique-là. On a été aussi ébloui par Mme Rosaline Brown de Bilife, prudentielle Bilife, qui vraiment nous a permis aussi... Des dames qui sont venues pour démontrer que la femme peut être championne également. À travers le sport et l'éducation. On a aussi remarqué la présence de grands noms du sport, des internationaux comme Didier Drogba, Habib Beye par exemple, qu'on venait de voir tout à l'heure. Nous avons eu aussi Jean-Marc Guillot qui était à votre... c'est quoi? Des exemples pour ces jeunes gens, pour leur dire que voilà, vous pouvez devenir des Habib Beye tout en allant à l'école. Justement, c'était vraiment de véritables exemples, créer la proximité avec ces personnes-là, ces icônes-là que ces enfants les voient à travers les médias, surtout au niveau de la télé. Et aujourd'hui, nous étions, la semaine dernière, disons, on était très fiers d'avoir tout ce beau monde avec nous. Et c'est le lieu aussi de dire merci à Didier Drogba, qui était le parrain sportif de cet événement et qui, de par sa fondation qui fait des actions sociales, est venu vraiment nous soutenir. Habib Beye, qui, à la limite, est arrivé sur la pointe des pieds, tenez-vous, un séjour de moins de 15 heures de temps au niveau de la Côte d'Ivoire, mais pour lui, il était question vraiment de venir soutenir ses enfants. Et aussi, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine sport, je veux parler du doyen Djibril Diallo, qui est lui-même le président de l'ARDN, à savoir African Renaissance and Diaspora Network, qui est venu vraiment passer un message, notamment pour soutenir nos jeunes filles, avec la campagne qu'on aura au mois de mars prochain, le 6 mars prochain aux États-Unis, pour parler de ce volet, à savoir le carton rouge qu'on doit brandir pour toutes les formes de violence contre les jeunes filles. Après toutes ces éditions, ces 2 éditions, vous pensez que vous atteignez votre objectif, vous en êtes proche quand même, les enfants vous écoutent, le message passe auprès des enfants, auprès des parents également? Justement, le message... Il faut aller à l'école malgré notre rêve de vouloir être sportif professionnel. Et ça, je m'en réjouis d'autant plus qu'avec notre équipe et les points focaux que nous avons un peu partout au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des messages de relais. Et aujourd'hui, quand vous sortez dans la ville et qu'on vous identifie à ce slogan, à savoir « Monsieur Football d'accord, école d'abord », je pense que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans la tête des enfants. Et toutes les compétitions que nous avons au niveau d'Abidjan notamment et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous avons toujours ce thème-là du foot d'accord, école d'abord, pour que vraiment nous puissions sensibiliser les enfants. Justement, pour parler de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous poser la question, ces actions, j'ai l'impression qu'elles sont menées uniquement à Abidjan, alors que toute la Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui rêvent également de devenir Didier Drogba. Vous pensez aller vers eux pour les sensibiliser également à continuer l'école? Justement, nous, les sensibilisons, nous avons des points focaux au niveau des grandes villes de la Côte d'Ivoire. À Boaké, quand vous arrivez, vous avez toujours le même slogan « Foot d'accord, école d'abord » dans les compétitions. Au niveau de San Pedro, au niveau de Korogo, au niveau d'Odéni, on a toujours des points focaux et nous soutenons vraiment ces grandes activités sportives à travers la Côte d'Ivoire, mais toujours au thème de notre slogan. Football d'accord, école d'abord. J'ai vu également que vous offrez une cantine scolaire, une cantine et une aire de jeu multisport dans une école à Abobo pour matérialiser certainement le binôme sport et études. Des exemples, hein, comment vous le faites chaque année? Vous donnez comme ça une cantine et puis une aire de jeu, et puis comment se fait le choix de l'école d'accueil? Notamment pour cette année, c'était l'une des grandes innovations de notre activité, à savoir l'action sociale. Et pour nous, l'action sociale en partenariat avec l'ONG ADN, chapeautée par son Excellence Nadia Agri, qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'en Côte d'Ivoire et aller avec nous à Bobo. À Bobo, ça n'a pas été un choix fortuit. Nous avons eu l'honneur d'être parrainés par le ministre d'État, ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, qui a cru en ce projet parce qu'il est orienté aussi sur la saine émulation des jeunes, à savoir le ministre Ahmed Bakayoko, qui nous a soutenus. Et à Bobo, il était question pour nous de ne pas aller aussi les bras ballants, bredouilles. Donc nous sommes partis avec les services techniques de la mairie d'Abobo faire des tours de recherche, voir l'emplacement où on pouvait abriter ces infrastructures-là. Et Dieu merci pour nous, c'était la pose de la première pierre d'une cantine scolaire et d'une aire de jeu multisport au niveau de
l'école Plaque 1 d'Abobo, ce qui a été fait à la date du 24 octobre dernier. Et nous sommes passés ensuite à l'activité du 26. Et d'autres écoles, très certainement dans de prochaines éditions, recevront aussi une cantine et des aires de jeux multisports. Et de façon évolutive d'ailleurs. Merci. Monsieur Diabaté, Abdoulaye Diabaté, administrateur de société, agent de joueurs FIFA. Je rappelle que vous êtes venu nous instruire sur le fait que nos jeunes élèves qui rêvent de devenir des sportifs professionnels peuvent y arriver, car le sport et les études, c'est bien une combinaison qui marche. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis, merci de votre confiance. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Il est à revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Merci à toutes les équipes ici qui m'ont aidé à le préparer et à vous le présenter. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.